Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Près de 2 mois après l'annonce de la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, un cas de la maladie a été détecté en Côte d'Ivoire, une situation extrêmement préoccupante, selon l'OMS. Après sa décision de créer son parti, Laurent Gbagbo a été exclu du FPI. Patrick Afin-N'Guessan, président légal de cette même formation politique, a dénoncé la dérive autocratique de l'ancien président ivoirien. Et puis en Ouganda, pour la première fois depuis le début de son nouveau mandat, Yoweri Museveni blâme ses forces de sécurité. Ces dernières feraient un usage excessif de la force. Bienvenue à vous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, un cas d'Ebola a été détecté à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. C'est le premier depuis 1994, près de 2 mois après l'annonce de la fin de l'épidémie de 2021 en Guinée voisine. C'est un sujet extrêmement préoccupant, selon l'OMS. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont été informées samedi par l'Institut Pasteur d'un cas positif de maladie à virus Ebola après examen d'un échantillon prélevé vendredi sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne, a déclaré à la télévision nationale RTI le ministre Pierre Demba. Il a précisé que cette jeune femme avait quitté la ville de Labé en Guinée par la route et était arrivée en Côte d'Ivoire le 11 août. Il s'agit d'un cas isolé et importé, a-t-il assuré, ajoutant que la patiente était actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville à Abidjan. Selon le ministre, la Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola et procédera à la vaccination des groupes cibles, personnes de santé de première ligne, contact immédiat de la patiente, forces de sécurité à nos frontières. L'Organisation mondiale de la santé OMS a précisé dans un communiqué que 5000 doses de vaccins anti-Ebola obtenues pour combattre l'épidémie en Guinée devaient être acheminées en Côte d'Ivoire. Une réunion interministérielle d'urgence s'est tenue samedi en fin d'après-midi à Abidjan sous la présidence du Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Parmi les mesures prises figure la réactivation du système de surveillance et de riposte au virus Ebola mis en place pendant la dernière épidémie en Guinée, l'organisation du suivi de tous les contacts identifiés, la poursuite du strict respect des mesures barrières édictées contre la Covid-19 qui reste valable pour la maladie à virus Ebola et une collaboration transfrontalière intense avec la Guinée. Le gouvernement rassure les populations et les invite à la sérénité, a déclaré Pierre Demba. Toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette situation. Le dispositif sanitaire pour le contrôle de la maladie existe et a été éprouvé avec succès par le passé. Bien que la Côte d'Ivoire ait des frontières communes avec la Guinée et le Libéria, qui ont été durement frappés par Ebola entre 2014 et 2016, ce pays n'a enregistré aucun cas confirmé de la maladie à virus Ebola depuis 1994, l'année où un scientifique avait été infecté durant une épidémie chez les chimpanzés, selon l'OMS. Toujours en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, Pascal Afin-N'Guessan, a dénoncé samedi la dérive autocratique de l'ancien président ivoirien qui a décidé de créer son propre parti. Le président du Front populaire ivoirien s'exprimait à l'issue d'une rencontre de son parti. Précision. Cette dérive autocratique était observable depuis notre accession au pouvoir en 2000, a déclaré Pascal Afin-N'Guessan lors d'une conférence de presse à Abidjan, tenue à l'issue du comité central du Front populaire ivoirien FPI légal qu'il préside. Progressivement, le président Gbagbo s'était éloigné du parti et de tout ce qui pouvait constituer une entrave à son pouvoir personnel, a-t-il dit. Commentant le discours du 9 août, au cours duquel Laurent Gbagbo a annoncé sa volonté de créer un nouveau parti politique, Pascal Afin-N'Guessan a estimé
qu'il nous a fait vivre un scénario digne des dictatures du siècle passé. Le monologue du timonier, ponctué d'applaudissements orchestrés, suivi d'une déclaration écrite d'avance pour chanter ses louanges, célébrer son génie. Le FPI, créé par Laurent Gbagbo dans la clandestinité en 1982, est divisé depuis 2015 avec d'un côté un FPI légal, reconnu par la justice ivoirienne, dirigé par Pascal Afine-Guessan, et de l'autre un FPI Gore, Gbagbo-ourien, resté fidèle à l'ancien président. Laurent Gbagbo a mis fin à cette division en acceptant de laisser le FPI à Pascal Afine-Guessan. Il a dénoncé le comportement de ce dernier avec qui il n'entend pas se lancer dans une bataille juridique pour la présidence d'un FPI réunifié. Il a aussi dénoncé l'obstination de Pascal Afine-Guessan de prendre en otage le FPI, foulant ainsi aux pieds les années de sacrifice des militantes et militants du parti. Laissons Afi avec l'enveloppe, avait-il lancé. Le discours a choqué de nombreux militants et démocrates par son caractère mesquin, méprisant et égocentrique, a affirmé le président du FPI légal. Gbagbo a choisi la rupture, le schisme. C'est son choix, nous ne l'avons pas voulu, a-t-il ajouté en annonçant que le comité central de son parti avait entériné la rupture. Au Burkina Faso, interpellé à son domicile dans la matinée du vendredi 13 août, Pascal Zaïda, une figure de la société civile, le coordonnateur national du cadre d'expression démocratique, a été placé en garde à vue. Selon une source proche du dossier, il serait accusé, entre autres, de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Pascal Zaïda, le président de la coordination nationale des organisations de la société civile pour la patrie au Burkina Faso, a été conduit au service régional de la police judiciaire où il a été auditionné et a expliqué un de ses proches sous couvert de l'anonymat. Une procédure a été ouverte à son encontre pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, incitation à une rébellion et déclaration subversive, a confirmé Marcel Tonkwano, un autre de ses proches, également leader de la société civile. Jeudi, au cours d'une conférence de presse, Zaïda avait fustigé la gestion du pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré, critiquant la défaillance du système sécuritaire face aux périls terroristes et à la hausse des prix des produits de première nécessité. Lundi, Zakaria Sada, un ancien conseiller municipal de la commune de Kaya, chef-lieu de la province du Samatanga, dans la région du centre-nord, a été interpellé suite à une publication sur les réseaux sociaux susceptible de mettre à mal la sûreté de l'État selon le ministère de la Sécurité. Il a été relâché le lendemain après son audition. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à des actions meurtrières de groupes djihadistes qui se sont intensifiées au cours des derniers mois. Le président ougandais Yoweri Museveni a réprimandé publiquement ses forces de sécurité qui auraient été trop violentes, alors que l'opposition affirme que des centaines de ses partisans ont disparu ou ont péri durant une violente répression post-électorale. Dans une allocution télévisée, Yoweri Museveni a tensé l'armée et la police pour leur brutalité pour la première fois depuis le début de son nouveau mandat en janvier, après un cycle électoral parmi les plus sanglants de l'histoire récente de l'Ouganda. Le président, qui a été réélu pour un 6e mandat, malgré de nombreux signalements de fraude, a pointé l'indiscipline et la paresse des forces de sécurité comme cause des incidents qui ont provoqué la mort de civils. Aucun Ougandais ne doit pouvoir être tué en dehors d'une guerre ou en cas de condamnation à mort, a déclaré Yoweri Museveni dans une allocution nationale à la télévision d'État samedi soir. En novembre dernier, au moins 56 personnes avaient été abattues alors qu'elles protestaient contre l'arrestation du principal opposant politique du président Bobi Wine, ancien rappeur devenu parlementaire. Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis qu'il a pris le pouvoir à la tête d'une armée rebelle en 1986, a déclaré qu'un rapport sur la tuerie de novembre était en cours de rédaction et qu'il serait rendu public. Il a aussi demandé que les personnes arrêtées ne soient pas détenues pendant de longues périodes sans jugement et ne soient pas torturées en détention. Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, est arrivé second à la présidentielle de janvier dernier derrière Yoweri Museveni, mais a jugé l'élection frauduleuse durant laquelle il a été arrêté à plusieurs reprises et ses meetings interrompus par la police. Son parti d'opposition, la plateforme d'unité nationale NUP, affirme que des centaines de ses sympathisants ont disparu depuis l'élection, certains étant découverts morts des semaines plus tard ou portant des marques de torture.
En mars, Bobi Wine avait été arrêté pour avoir mené une manifestation à Kampala pour demander la libération de ses partisans. Le même mois, l'ONG Human Rights Watch a demandé que cessent les enlèvements répétés par de présumés agents de l'État, d'opposants politiques. Le Soudan et la Cour pénale internationale ont signé jeudi 12 août à Khartoum un accord de coopération qui pourrait ouvrir la voie à la remise du président déchu Omar el-Béchir et de ses collaborateurs à ce tribunal. Mais il reste encore au sein de l'appareil d'État de nombreuses réticences à aplanir avant que Omar el-Béchir soit livré à la justice internationale. Après le feu vert du gouvernement soudanais, il faudra que le Conseil souverain intérimaire donne son approbation. Il devra dire s'il accepte ou non de livrer à la CPI le président déchu Omar el-Béchir et les 2 anciens responsables de son régime. Selon Karim Khan, le procureur général de la CPI, ce nouveau protocole d'accord signé avec le gouvernement soudanais devrait inclure toutes les personnes contre lesquelles des mandats d'arrêt ont été émis par la CPI. Devant la presse jeudi, Karim Khan a confié que la décision serait prise lors d'une réunion du Conseil souverain intérimaire avec le gouvernement. Mais il n'y a pas encore de date précise pour cette réunion et le procureur général de la CPI a reconnu qu'il n'avait pas obtenu des autorités soudanaises une date à laquelle Béchir serait livré. Selon l'un des avocats d'El-Béchir, cela ne sera pas une affaire simple. Depuis mercredi 11 août, le sujet suscite de nombreuses réactions. En effet, l'armée reste réticente. Pour le mouvement islamique, le référent idéologique du parti du Congrès national déchu, cette décision est un coup contre la justice soudanaise et une soumission de gouvernement agent à des organisations suspectes. Une partie de la population vit cette décision comme une humiliation du Soudan et exige que l'ancien chef d'État soit jugé devant la justice soudanaise. Livrer El-Béchir est une humiliation au Soudan, est l'un des mots-clés les plus utilisés à Khartoum, mais aussi dans plusieurs pays du Golfe. La France a décidé de suspendre une coopération militaire avec l'Éthiopie. Alors que Addis Abeba est englué dans une crise politique et militaire avec plusieurs de ces régions, laissant planer le spectre de la sécession sur le pays. Il y a 2 ans, la signature de l'accord de coopération militaire était le symbole du rapprochement entre la France et la nouvelle Éthiopie d'Abiy Ahmed. Emmanuel Macron se félicitait à l'époque de signer un accord avec un dirigeant qui a décidé de construire la paix dans la région. La France participait à la formation de la future marine éthiopienne. Le projet est désormais interrompu, signe d'une dégradation supplémentaire des liens entre Abiy Ahmed et ses partenaires occidentaux. Le paysage politique éthiopien est bien loin des attentes de l'Élysée. Le conflit au Tigré a tendu les liens de l'Éthiopie avec d'autres alliés comme les États-Unis, où l'administration Biden critique ouvertement la guerre. Un émissaire américain va être dépêché en Éthiopie afin d'exiger la fin des combats dans cette région où la crainte d'une catastrophe humanitaire s'intensifie, l'ONU affirmant que 400 000 personnes y vivent dans des conditions de famine, mais les convois d'aide sont confrontés à des défis sécuritaires ainsi qu'à des obstacles bureaucratiques. Le gouvernement d'Abiy Ahmed, autrefois favori des Occidentaux, est aujourd'hui au centre de nombreuses accusations de violation des droits de l'homme. Paris a donc suspendu la coopération jusqu'à nouvel ordre. D'après une source diplomatique, c'est même la relation de confiance entre les 2 pays qui s'est dégradée alors que l'Éthiopie adopte ouvertement un ton anti-occidental depuis plusieurs mois. Outre cette coopération avec la marine éthiopienne, c'est l'ensemble de l'accord de défense de 2019 qui est remis en question. La France ne l'a toujours pas ratifié. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur Sika TV.